Bonjour, merci aussi aux organisateurs d'avoir pensé à moi pour cette présentation sur le dialogue entre scientifiques et acteurs des territoires de montagne. Donc, je travaille en France dans une association, donc un conservatoire d'espaces naturels en Haute-Savoie. On est donc une structure associative et j'ai, on va dire, deux casquettes dans cette association. D'une part, je m'occupe de la gestion des zones humides sur le territoire de la Haute-Savoie. Préservation et puis restauration de ces milieux. Et la deuxième casquette, c'est l'animation de ce réseau haut en montagne. Je vais vous expliquer un peu pourquoi j'en suis arrivée à animer ce réseau. Et ce que je vous propose dans cette présentation, c'est d'abord quelques généralités, mais je vais passer quand même assez vite sur la gestion de l'eau en France, que vous compreniez un peu pourquoi il y a vraiment ce besoin de mise en réseau des acteurs, tout simplement parce qu'il y en a beaucoup. Et puis je parlerai de l'eau et notamment des hauts bassins versants. Alors il y a pas mal de choses qui ont déjà été dites dans les présentations précédentes, donc je vais essayer de pas trop répéter les choses et de renfoncer des portes ouvertes. Mais pour vous faire comprendre pourquoi on s'occupe principalement dans le cadre de ce réseau des hauts bassins versants. Et puis après, ce qui m'a été demandé, c'est de faire un éclairage sur plusieurs retours d'expérience qui ont pu être partagés à l'occasion des journées techniques que j'organise en lien avec ces acteurs de la gestion de l'eau, pour vous montrer justement à travers ces projets pourquoi et comment la collaboration entre des scientifiques et les acteurs de l'eau a fonctionné, qu'est-ce qui a amené justement à ce que ces projets fonctionnent en collaboration, et puis quels ont été aussi les freins qui ont peut-être un petit peu retarder certaines prises de conscience au niveau des territoires. Alors d'abord, la politique de l'eau en France, pour faire rapide, elle est déclinée en grande partie de la politique communautaire de l'eau et notamment de la directive cadre sur l'eau d'octobre 2000, qui préconise notamment une échelle, une planification de la gestion de l'eau à travers des plans de gestion menés à l'échelle de territoires cohérents. Donc en France métropolitaine, le territoire a été coupé, on va dire, en 6 grands bassins versants hydrographiques, notamment le bassin Rhône-Méditerranée-Corse, qui va plus nous intéresser du coup dans le cadre de ce réseau. Et en gros, la politique de l'eau s'articule autour de ces grands bassins versants qui fixent à travers des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, c'est en fait ces plans de gestion en question, les grandes orientations de la politique de l'eau au niveau français. Alors, à l'échelle de ces SDAG, donc ces schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, il y a une multitude d'acteurs qui sont concernés et impliqués dans les instances, notamment un collège d'élus locaux, un collège des représentants de l'État et un collège d'usagers. Donc déjà, ça permet de mettre en lien ces différents acteurs. Et puis là, je voulais vous montrer un schéma. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai réalisé, c'est issu d'une thèse qui a été réalisée en 2015. L'idée, ce n'est pas forcément que vous voyez tout et que vous compreniez toutes les relations, parce que justement, c'est difficilement compréhensible. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a un sacré millefeuille, en tout cas au niveau français, des différents acteurs de la gestion de l'eau. Donc en partant du niveau européen, national, après à l'échelle des bassins, il y a d'autres organisations, à l'échelle régionale, à l'échelle départementale également, puis à l'échelle locale, où là, il va y avoir les usagers locaux, bien entendu, et puis également les communes, les syndicats intercommunaux et les gestionnaires de bassins versants à une échelle plus réduite qu'à l'échelle de ces grands bassins versants hydrographiques. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est assez complexe, il y a une multitude d'acteurs et qu'il y a vraiment un besoin en tout cas que ces acteurs échangent entre eux sur les différents enjeux, et il y a un besoin aussi que les gestionnaires locaux, notamment chez nous, à travers, il y a une nouvelle compétence en tout cas depuis janvier 2018 sur la gestion de l'eau, des milieux aquatiques et la prévention des inondations, c'est la compétence GEMAPI, qui a été attribuée aux établissements publics intercommunaux à fiscalité propre. Donc l'avantage, c'est que la compétence maintenant, elle est vraiment ciblée sur ces structures, mais qui peuvent se retourner vers des syndicats de bassins versants pour exercer ces compétences-là, et souvent qui sont plus compétents, ou en tout cas qui ont les ressources en interne, ou qui peuvent sinon choisir
de développer des compétences en interne pour organiser la politique de l'eau à l'échelle de ces bassins versants. Cela dit, ils doivent quand même savoir vers qui se tourner sur les autres échelons. Donc c'est pour ça que c'est important d'arriver à faire du lien avec les autres acteurs de la gestion de l'eau. Là, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail parce que ça a été déjà beaucoup discuté dans les présentations précédentes, mais c'est vrai que l'eau est une composante multifonctionnelle des territoires qui touche à beaucoup de thématiques, qui est pluridisciplinaire. On a parlé beaucoup d'interdisciplinarité. Et du coup, qui demande des expertises dans différents domaines, selon qu'on la voit sous le prisme de la ressource en eau, des risques, des écosystèmes, comme vecteur de pollution. Et ce schéma, il reprend également ce qui a été dit ce matin sur l'eau en tant que continuum soumis à des contraintes naturelles, on va dire. On parle de forçage. En montagne, ce sera la pente, le climat notamment. Et puis à des forçages anthropiques, donc on en a déjà largement parlé, justement les choix, les stratégies de développement des territoires. Donc tout ça pour dire en tout cas que ça demande justement des compétences variées, d'où la nécessité que les différents acteurs puissent communiquer entre eux, chacun dans leur domaine de compétences pour arriver à un objectif commun et partagé. Dans le cadre du réseau des acteurs de l'eau, on s'intéresse particulièrement aux territoires de montagne pour plusieurs raisons. Déjà parce que ce sont les espaces producteurs d'eau qui sont redevables envers les utilisateurs de l'aval. On estime du coup qu'il y a énormément d'enjeux sur ces territoires-là vis-à-vis de l'aval des bassins versants. Ils sont soumis à des contraintes fortes au niveau physique, notamment avec les pentes, l'accélération des flux, souvent le manque de place. Des climats contrastés, on en a déjà pas mal parlé ce matin, avec notamment une forte sensibilité au changement climatique. Ils sont aussi le siège de nombreuses activités et ils abritent des espaces naturels remarquables qu'il convient également de préserver. Alors le réseau des acteurs de l'eau, comment il a vu le jour ? Alors depuis 2002, il y a un colloque, un peu comme le colloque qui est organisé ces 2 jours-là, qui rassemble justement ces gestionnaires de l'eau à l'échelle, alors on reste très Alpes françaises pour le coup. C'est le colloque de l'eau en montagne, alors c'était à l'époque quand même international, donc il y avait également d'autres pays de l'arc alpin qui venaient participer. Et l'idée, c'était pendant 2-3 jours, justement, de partager, débattre et partager des retours d'expérience sur la gestion de l'eau en montagne. Donc, on brassait pendant ces journées de nombreuses thématiques, puisque l'eau touche à plein de secteurs différents, que ce soit au niveau quantitatif, qualitatif ou autre. Et voilà, il y avait énormément d'apports. Donc, cet événement est organisé tous les 4 ans, historiquement sur la commune de Megève. Et en 2014, dernière édition, on s'est posé la question de renouveler ce type d'événement parce que on brassait, c'est très intéressant, mais on brasse justement beaucoup de thématiques et parfois les élus locaux ont un petit peu du mal à s'y retrouver parmi toutes les thématiques qui sont traitées. Ils vont être intéressés par une facette de l'eau, mais pas forcément toutes, donc on avait du mal à les mobiliser. Donc suite à ça, on a proposé plutôt de mettre ces acteurs de l'eau en lien permanent et d'organiser tous les ans des journées techniques, mais sur des thématiques ciblées et qui rassemblent un panel d'acteurs plus restreint. En tout cas, on est sur un format de 50 participants pour favoriser au mieux les échanges et les retours d'expérience. Donc ce réseau, il s'adresse à différents publics, à la fois des gestionnaires publics de l'eau, des acteurs économiques et des professionnels de la montagne, des scientifiques et des universitaires, des services de l'État, des associations, etc. En tout cas, n'importe quelle personne, technicien ou élu, intéressé de près ou de loin par la gestion de l'eau. C'est un réseau qui est vraiment ouvert. Et l'idée, c'est vraiment de favoriser le partage d'expériences et de faire émerger des outils et des méthodes de gestion qui soient adaptés pour répondre aux spécificités des territoires de montagne. Comment ça fonctionne ? Rapidement, c'est un répertoire d'acteurs qui est mis à jour, donc on met en lien les gens les uns avec les autres, on diffuse des informations thématiques, et comme je vous l'ai dit, on organise différentes journées techniques, donc depuis 2015, on a organisé une dizaine de journées, comme vous le voyez, sur plein de thématiques différentes, tantôt plus liées à la ressource, tantôt plus liées aux écosystèmes, tantôt plus liées à la production hydroélectrique aussi, c'est également un sujet qui a été traité. Aux eaux pluviales, là vous avez un petit peu tout le panel des journées qui a pu être organisé.
Je ne rentre pas forcément dans le détail de tout ça. Le dernier événement étant la participation auprès du secrétariat permanent de la Convention alpine à l'organisation de la conférence eau de la Convention alpine à Annecy, donc en Haute-Savoie, qui s'est appuyé sur nous pour mobiliser justement les acteurs locaux de la gestion de l'eau. Voilà, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Donc l'idée, c'était de vous faire quelques flashs sur des projets qui ont été partagés à l'occasion de ces journées techniques et qui ont fonctionné, ou du moins dans lesquels la collaboration entre scientifiques et acteurs de l'eau a bien marché. Alors, je vais essayer de faire le lien aussi avec le changement climatique et les pénuries d'eau. Ce n'est pas forcément toujours évident dans ce que vous allez voir, mais pourtant, il y en a un. Donc, le premier que je propose de regarder, sans rentrer dans le détail du projet, c'est plus pour vous montrer comment le lien entre ces acteurs s'est fait à travers ces projets. C'est la restauration hydraulique d'une tourbière en Isère, donc dans le département de l'Isère. Donc là, c'est des projets qu'on pilote aussi au sein du conservatoire sur le territoire de la Haute-Savoie. Donc on est assez habitué à collaborer avec des scientifiques sur ce type de projet. En gros, une tourbière qui a été pas mal drainée dans les années début du XXe siècle, on va dire. Et l'idée était de remettre en eau cette tourbière pour rétablir son fonctionnement hydrologique. Alors l'enjeu, il n'est pas que biodiversité, mais il est beaucoup sur la ressource en eau aussi, notamment pour se servir de ces milieux comme des éponges, donc des milieux qui vont stocker l'eau pendant une partie de l'année et vont la restituer de manière lente et progressive vers les cours d'eau à l'aval. Donc, d'où le lien avec les pénuries d'eau et le changement climatique. Le fait de rétablir un fonctionnement hydrologique optimal va permettre justement de soutenir certains étiages, notamment estivaux. Donc là, les gestionnaires qui souhaitaient intervenir sur cette tourbière se sont posés pas mal de questions vis-à-vis des drains existants pour savoir sur lesquels agir et s'il était judicieux d'agir sur tous. Donc c'est là où ils ont vraiment besoin de la collaboration avec des scientifiques pour mieux connaître le fonctionnement hydrogéologique local et l'hydraulique, donc installer tout un réseau de mesures qui permettent notamment de décliner derrière les actions de gestion qui seront les plus pertinentes. Là, c'est un exemple de rendu, notamment à travers le réseau de mesures qui a été mis en place, tout un réseau de piézomètres qui a permis de tracer les courbes piézométriques, de voir comment circulent les eaux dans le sol, où sont les arrivées d'eau, où sont les pertes, et justement de voir l'effet drainant de ces fossés, de ces drains, où est-ce qu'il est le plus marqué et où est-ce qu'il va falloir agir pour combler ces drains et remettre en eau la tourbière. Donc là, c'est simplement un exemple de réalisation du coup sur le site avec une visualisation des zones remises en eau. Et puis, la collaboration avec les scientifiques, elle ne s'arrête pas là. Elle aide justement à prendre des décisions sur la gestion qui va être mise en place, mais elle aide aussi à suivre l'évolution de ces mesures de gestion et à voir si elles ont été pertinentes ou pas. Donc ça peut être des suivis à la fois sur l'hydrologie, mais aussi sur l'écologie, les écosystèmes, qui répondent justement à ces changements hydrologiques dans le sol. Donc voilà, on se sert de la gestion, des sciences pour évaluer le succès des opérations de gestion. Alors dans ce cas, pourquoi ça fonctionne, cette collaboration entre tous ces acteurs ? D'une part, parce qu'il y a une réglementation assez forte sur les milieux humides en France, et que notamment les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ont des mécanismes financiers assez incitatifs pour inciter les gestionnaires locaux à mettre en place de la restauration sur ces milieux. Donc potentiellement, il y a quand même des dispositifs financiers qui permettent de mettre en place ces travaux. Et puis de plus en plus, on communique sur l'intérêt de ces milieux, notamment sur la ressource en eau. On parle beaucoup en ce moment, c'est un peu à la mode, de solutions fondées sur la nature. Et ça, j'ai envie de dire, les gestionnaires ont besoin aussi de la connaissance scientifique pour apporter des éléments chiffrés aux élus locaux notamment, et pour les convaincre un peu de l'intérêt de préserver ces milieux vis-à-vis de la ressource en eau. Quels sont les freins qui peuvent se poser ? C'est un besoin d'expertise forte. Le foncier peut être aussi un frein parce qu'on a souvent un parcellaire qui est très fragmenté. Les aspects financiers, donc même s'il y a des dispositifs financiers en place, il y a souvent une grosse part d'autofinancement quand même à apporter sur ces projets. Et puis le gros, c'est aussi l'acceptation locale. Quand il y a eu des politiques de drainage intensives
début du 19e siècle, les acteurs locaux ne comprennent pas bien qu'on revienne en arrière et qu'on soit plutôt dans une logique de remise en eau. Donc c'est là où effectivement on a besoin de s'appuyer sur les sciences et sur des données chiffrées pour expliquer pourquoi on cherche à faire ça et dire que ce n'est pas seulement un effet de mode actuel. Ensuite, deuxième retour d'expérience. Alors ça va pas mal recouper des choses qui ont été dites ce matin, puisqu'on avait organisé en janvier 2016 une journée technique sur la ressource en eau et les changements globaux en montagne, et notamment sur comment mettre en action en tout cas la connaissance scientifique. On a beaucoup parlé de modélisation hydrologique, et d'ailleurs Emmanuel Reynard et puis Marianne Milano nous avaient fait une présentation à cet effet pendant cette journée. Donc simplement en quelques slides, ces études prospectives, il y en a certaines qui ont été menées de manière très locale sur des petits bassins versants, mais à l'échelle des grands bassins versants hydrographiques, donc notamment sur le bassin versant Rhône-Méditerranée-Corse, il y a déjà des études prospectives qui ont été réalisées et qui permettent d'afficher des grands chiffres, des tendances déjà sur ce qu'on observe actuellement vis-à-vis de la disponibilité de la ressource en eau, mais aussi sur des projections futures. Et ça, c'est vraiment un préalable important, cette connaissance scientifique. Je vous mets là, je vous détaille pas forcément les chiffres parce que c'est pas forcément le but de la présentation. C'est assez redondant en plus avec ce qui a été dit avant. Mais c'était pour vous illustrer que justement cette connaissance, elle va permettre de pointer du doigt certains territoires en disant on le pressent déjà, mais les chiffres le confirment, sur ces territoires-là, il va vraiment y avoir des risques de pénurie. Et du coup, les agences de l'eau vont débloquer des mécanismes financiers encore pour que les territoires en question, qui sont pointés du doigt en tout cas, puissent mener des études beaucoup plus concrètes sur leur territoire pour estimer justement les besoins futurs en eau vis-à-vis de ce que peut offrir le territoire et que cette estimation des besoins soit concertée entre tous les acteurs d'un territoire. Donc là, c'était pour vous montrer qu'il y a des contraintes, effectivement, des évolutions naturelles, entre guillemets, parce que c'est lié au changement climatique, on ne peut pas dire qu'il soit complètement naturel, mais en partie. Et puis des évolutions liées aussi aux stratégies de développement des territoires. Donc dans ce cas-là, la science, elle permet vraiment de dresser un constat, un état des lieux et de fixer des objectifs clairs et en tout cas d'encourager après les territoires à s'emparer de ces thématiques et à se concerter, à ce que les différents usagers se concertent entre eux pour réfléchir à la politique future de l'eau. Après, le constat ne doit pas s'arrêter là. Présenter ce qui ne fonctionne pas, c'est déjà une chose, mais ça peut aussi faire peur. L'idée à ces grandes échelles-là, c'était de proposer déjà des grandes mesures d'adaptation. Alors, ça reste des mesures qui sont très générales, mais dans tous les cas, c'est différents outils dont peuvent s'emparer les territoires pour mieux gérer leurs ressources en eau. Alors la clé de la réussite de ces projets-là, c'est une prise de conscience de plus en plus accrue, en tout cas des enjeux liés au changement climatique et des incidences, notamment à travers toutes les communications scientifiques qui se font. L'importance du processus de concertation, donc comme je le disais, l'enjeu, c'est pas que les scientifiques dans leur coin mettent en place des chiffres sans concerter les usagers des territoires, mais c'est comme dans tous les projets de modélisation qui ont été réalisés, c'est de mettre les acteurs du territoire au centre de tout ça et de réfléchir avec eux aussi à comment ils veulent développer leur territoire en fonction des ressources qu'ils ont, des ressources disponibles. Les clés de la réussite, c'est aussi le choix de la bonne échelle spatiale. C'est pour ça qu'avoir des grandes stratégies à l'échelle de grands bassins versants hydrographiques, c'est bien pour orienter les choses, mais qu'on est quand même obligé après de zoomer sur des territoires plus restreints pour arriver à des choses vraiment concrètes. De choisir des bons outils. Donc à ce sujet-là, l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, sur les zones en tension sur la ressource en eau, a développé des plans de gestion de la ressource en eau. Donc ça, c'est un outil opérationnel qui vise vraiment à ce que tous les acteurs, tous les usagers se réunissent autour de la table
pour réfléchir, enfin pour dire déjà de quoi ils ont besoin, de quelles ressources ils ont besoin, et de réfléchir à l'avenir, à comment développer leur activité, s'adapter pour ne pas prélever plus que le milieu peut leur fournir. Donc ça peut aboutir après à des mesures fortes en termes de mise en place de quotas, notamment vis-à-vis des prélèvements sur la ressource. Et j'ai envie de dire, les clés de la réussite aussi, c'est de répondre à une demande des territoires. Alors, on a eu le cas en fait sur des bassins versants qui se prêtaient bien à des modélisations, où on a réalisé des modélisations en lien avec des universitaires. Sauf qu'on n'a pas réussi à terme à convaincre les acteurs locaux, notamment les élus, de l'intérêt de ces études, et que quand on était tout prêt à leur proposer un outil opérationnel pour dire, ben voilà, maintenant que c'est bien modélisé, dans l'outil, vous pouvez dire, ben, mon territoire, je le développe de telle manière, et ça vous dit en gros, oui, c'est possible, ou non, il faut réfléchir à une autre manière de vous développer. Et en fait, sur le territoire en question, les élus n'étaient pas du tout prêts à entendre ça et à remettre en question leur modèle de développement économique. Donc l'étude s'est arrêtée là. Donc c'est pour ça que quand on arrive, qu'il y a déjà une demande à la base des territoires, on est beaucoup plus entendu et on arrive à aller beaucoup plus loin. Et des fois, il est un petit peu difficile, en tout cas, d'amener les acteurs locaux, et notamment les élus, à changer leur mode de pensée. Les freins de ces études, c'est des mandats courts des élus, en fait. Vision très court terme, alors que quand on est dans ces modélisations, on est sur le long terme, donc beaucoup de difficultés à se projeter. Et puis, comme je le disais, un problème de remise en question des modèles de développement économique actuels, avec une pression économique et sociale forte. Et c'est là où les sciences économiques et sociales auraient peut-être leur place, en tout cas, pour accompagner plus les changements de pratiques sur les territoires. Un autre retour d'expérience, je vais passer sûrement un petit peu plus vite pour pas trop dépasser au niveau du temps. Ça concernait une journée technique organisée sur la gestion des eaux pluviales. Et je trouvais intéressant de vous parler d'une problématique pour le coup un peu plus urbaine, à travers des retours d'expérience qui nous ont été présentés par le groupe de recherche sur les infrastructures et l'eau, qui est basé à Lyon, et qui fonctionne justement grâce à une coopération entre organismes de recherche, États, institutions et collectivités et prestataires. Donc le but de ce groupe de recherche, c'est justement de proposer des solutions adaptées pour une autre gestion des eaux pluviales. Alors on dit autre gestion, mais maintenant c'est une gestion qui commence à être courante, on va dire. Donc c'est de sortir du modèle tout tuyau où l'eau, on ne veut surtout pas qu'elle soit visible, on la met, on l'enterre et on n'en parle plus, le problème est réglé entre guillemets. Et en fait, on se rend compte que non, il y a aussi un changement de mentalité à opérer, mais qui est déjà en train de bien s'opérer. Au contraire, remettre l'eau à la vue de tous et la gérer dans des espaces multifonctionnels. L'intérêt là-dedans, à travers ces ouvrages-là, alors ça demande de la place, par contre, c'est un petit peu le problème en milieu urbain, mais c'est qu'il y a un intérêt paysager, on gagne également en termes de qualité de vie, et pour rejoindre les enjeux liés au changement climatique et aux pénuries d'eau, tous ces espaces qui sont reverdis et qui gèrent les eaux pluviales vont aussi stocker l'eau un petit peu plus en amont plutôt que de la restituer de manière très rapide vers les cours d'eau par le biais de tuyaux. Et puis, ça va créer des microclimats en ville. On minimise souvent cet impact-là, mais c'est aussi des microclimats, parce qu'on végétalise de plus en plus, qui vont favoriser la création d'îlots de fraîcheur. Donc ça peut avoir un intérêt aussi dans un contexte de changement climatique. Voilà, donc là je vous les ai mis pourquoi ça marche aussi, c'est parce qu'on apporte des solutions innovantes et on joue sur plusieurs tableaux, pas que sur la ressource en eau, mais sur le volet paysager, qualité de vie. Et biodiversité aussi, ça peut être également des supports de biodiversité. Et les freins, c'est comme je disais, c'est plus au niveau de l'acceptation locale et notamment par les riverains, rendre l'eau visible, voir les fossés se remplir d'eau en période d'intensité pluviométrique importante. Il faut reprendre l'habitude en tout cas de voir ces épisodes-là même en ville. Et puis l'autre contrainte, c'est la pression foncière et le besoin de place que ça génère. Dernier retour d'expérience, c'est un réseau qu'on anime également, c'est le réseau Lac Sentinelle. Ça me semblait intéressant de vous en parler parce que là, c'est un réseau sur lequel
collaborent vraiment des scientifiques de plusieurs universités avec des gestionnaires d'espaces protégés. L'idée, c'est de se servir de l'objet lac d'altitude dans des territoires protégés des Alpes françaises comme outil pour mieux comprendre les évolutions du changement climatique. Donc on part du postulat de départ que ces lacs emblématiques, ils sont souvent éloignés des sources de pollution, donc notamment des villes, et ils sont intégrateurs de changements climatiques beaucoup plus globaux. Donc l'idée, c'est de les observer pour mieux comprendre comment ils fonctionnent d'une part, quelles sont leurs trajectoires, et à travers un suivi long terme de différents paramètres sur ces lacs, de voir si on observe effectivement un basculement d'éventuels dysfonctionnements, et les gestionnaires locaux souhaitent après voir s'ils peuvent agir ou pas sur ces dysfonctionnements observés, s'il y a lieu d'agir ou s'il n'y a pas forcément besoin de mettre en place de mesures de gestion particulières. Donc cette collaboration, en fait, elle s'opère par un groupement d'intérêt scientifique, c'est-à-dire que les gestionnaires locaux et les universitaires se sont regroupés pour mutualiser des moyens sur ces lacs, mettre en place un protocole commun sur tous. Alors, il y a une vingtaine de lacs qui sont concernés sur les Alpes, plus des lacs qui ne sont pas intégrés dans le réseau, mais qui sont côté suisse, côté italien et dans les Pyrénées. De plus en plus de partage de retours d'expérience, au moins pour que tout le monde travaille sur le même type de protocole, pour qu'on puisse ensuite comparer l'évolution de ces lacs, d'un lac à l'autre, qu'on puisse avoir les mêmes protocoles pour bien comparer les choses. Donc c'est un réseau qui existe depuis 2019, donc on a une dizaine d'années de données. Et l'idée, c'est que l'observatoire, il serve aux scientifiques pour mieux connaître comment évoluent ces lacs, mais que les lacs soient également support de projets de recherche. Donc là, on donne aussi un peu du grain à moudre aux scientifiques qui ont besoin, dans leur discipline, d'avoir des efforts de recherche plus poussés. Et ces lacs sont aussi des sortes de laboratoires naturels dans lesquels ils peuvent exercer leur discipline dans plein d'activités différentes. Donc voilà, ça vous montre là les acteurs et l'organisation de ce réseau, donc qui concerne quand même pas mal d'acteurs locaux et également des entreprises privées. Donc pourquoi ce type de projet fonctionne ? Déjà parce qu'il y a une forte image positive de l'objet d'étude, des lacs d'altitude, qui sont des vrais joyaux du patrimoine. C'est un objet qui reste convoité par les scientifiques, ça reste un système complexe qui croise de nombreuses disciplines. Et puis par les gestionnaires qui ont besoin de mieux comprendre, d'observer pour ça, pour pouvoir peut-être influencer la dynamique future. Ça fonctionne aussi parce qu'il y a une communication importante sur ces lacs et puis parce que c'est structuré vraiment en groupement d'intérêt scientifique, ce qui donne une reconnaissance vraiment à cette collaboration. Quels sont les freins ? C'est les mêmes freins qu'on a pu évoquer sur les modélisations, c'est que c'est des projets qui s'inscrivent sur le long terme, que les réponses, elles ne sont pas forcément rapides, il faut nombreuses années d'observation, et que l'interprétation des données n'est pas si évidente que ça. On se rend compte même que pour des lacs entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud, qui évoluent dans des contextes à peu près similaires, il y a des fonctionnements qui sont complètement différents, donc ce n'est pas si facile de comparer les choses d'un lac à l'autre en tout cas. Et puis les projets long terme, donc des financements qui doivent être sans cesse renouvelés, et ça rend l'efficacité un petit peu compliquée sur ces projets-là. Voilà, ensuite, pour finir, à travers ces différents retours d'expérience, je voulais vous montrer un petit peu quelles sont les clés d'un bon dialogue entre sciences et acteurs des territoires sur la gestion de l'eau. Donc je disais, le préalable, c'est répondre à une problématique des territoires, dans l'idéal, d'avoir un intérêt commun pour l'objet de l'étude et de voir un bénéfice réciproque, en tout cas, au niveau scientifique et au niveau gestionnaire, et dans sa finalité. L'importance, en tout cas, des scientifiques pour calibrer les messages et avoir un message qui ait une bonne portée vis-à-vis des élus, et qui est une réelle prise de conscience des enjeux. La concertation également, pour avoir une adhésion des acteurs locaux, est très importante. Opter pour la bonne échelle de temps et d'espace, choisir les outils qui sont opérationnels, et puis proposer toujours des solutions innovées. Pas seulement mettre les élus locaux et les gestionnaires devant un fait accompli, mais toujours leur proposer des solutions en tout cas.
Pour faciliter le tout, c'est un petit peu ce qu'on fait à travers le réseau des acteurs de l'eau, c'est des rencontres, des échanges, des partages d'expériences, et le tout toujours dans la convivialité. Et puis voilà, montrer que des solutions existent, qu'il faut rester positif et qu'on peut avancer ensemble. Les freins, je vais un peu me répéter avec ce que j'ai dit, c'est l'échelle de temps. Le temps long, la science s'inscrit souvent dans le temps long, les acteurs locaux sont plus dans le temps court, donc des fois un petit peu de difficulté à se comprendre. Besoin toujours d'avoir des réponses rapides, les gestionnaires ont besoin d'avoir des réponses rapides, des actions qui se voient, qui s'évaluent, mais des fois ça ne peut pas être si rapide que ça. La difficulté à remettre en cause des modèles de développement économique actuels ou passés. Les moyens financiers et les outils à disposition qui sont nombreux, mais il faut piocher dans les bons outils et ça nécessite souvent une forte expertise en gestion de projet. Et puis beaucoup d'interlocuteurs, comme on l'a vu dans le schéma de départ, donc il faut aussi savoir vers qui se tourner et ce n'est pas toujours facile. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Je vous remercie.